Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. Consensus trouvé entre les autorités centrafricaines et les groupes armés. Les parties signataires de l'accord de paix négocié en février 2019 sont parvenus à s'accorder sur la formation d'un gouvernement inclusif. Le Rwanda prône la parité entre les hommes et les femmes. C'est le seul pays au monde à comptabiliser une majorité de femmes au Parlement, une représentation louable des femmes qui constituent 52% de la population rwandaise. Et la fondation Tony Elumelu poursuit son engagement dans la promotion de l'entrepreneuriat africain. Les 1000 lauréats de la session 2019, sélectionnés pour leur esprit d'entreprise, seront dévoilés ce vendredi 22 mars. Nouvelle avancée dans le processus de paix en Centrafrique. Les autorités et les groupes armés signataires de l'accord de paix négocié en février 2019 à Khartoum, au Soudan, sont parvenus à s'entendre sur la formation d'un nouveau gouvernement inclusif. C'était lors d'une séance plénière qui s'est tenue à Addis-Abeba en Éthiopie le 20 mars. Nathalie Mo. Un nouveau gouvernement plus inclusif sera mis en place en République centrafricaine. Cette résolution a été adoptée lors de la réunion d'évaluation de l'accord de paix centrafricain qui a pris fin le 20 mars 2019 à Addis-Abeba en Éthiopie. La rencontre initiée par l'Union africaine visait à renouer le dialogue entre les parties signataires de l'accord de paix centrafricain du 6 février 2019. Associer toutes les forces nationales dans la gestion de la chose publique est souvent difficilement envisageable. Ce d'autant plus que ce qui pose problème, c'est la véritable répartition des portefeuilles d'autorité, là où le véritable leadership politique se joue. Depuis la nomination du gouvernement en place, un climat de tension s'est installé entre les 14 groupes rebelles impliqués dans l'accord de paix et les autorités du pays. La contestation de la composition de l'équipe gouvernementale actuelle a conduit à une vague de démissions. Au-delà du ministère de l'Intérieur, le ministère de la Défense, que le président Touadéra puisse laisser au moins entre les mains des partis d'opposition, de la société civile et des groupes armés, les ministères comme ceux de la justice, celui peut-être des relations extérieures, celui de l'économie, pour permettre que les Centrafricains, quels que soient les différents bords, puissent se retrouver autour de ce qui doit les rassembler. Au terme de la réunion d'Addis-Abeba, la mise en place du comité de suivi au niveau national de l'accord de Khartoum et des patrouilles armées mixtes ont été examinées. Une nouvelle rencontre entre les acteurs de la pacification de la République centrafricaine est prévue courant avril 2019. La journée internationale de la francophonie a été célébrée le 20 mars, comme chaque année. Une journée consacrée à la réflexion sur l'avenir du français, parlé par plus de 200 millions de personnes à travers le monde. Le dynamisme démographique du continent africain est un réel apport pour l'expansion de cette langue. Cheikh Omar Bendaogo. Selon l'Observatoire démographique et statistique de l'espace francophone, d'ici à 2050, 70% des francophones seront des Africains. Un chiffre qui était au cœur des réflexions ce 20 mars à l'occasion de la Journée internationale de la francophonie. Mais pour certains spécialistes des lettres, la survie de la langue ne serait pas étroitement liée au nombre des personnes qui la parlent. Il faut une transgression du français. En Côte d'Ivoire, par exemple, s'est développé un français ivoirien qui a sa saveur et son sel. Néanmoins, cela va au-delà d'introduire de simples mots dans la langue française. Au Sénégal, pour nommer une station à essence, on disait « essencerie ». Ce mot n'existant pas dans la langue française, l'ancien président Léopold Sédar Senghor l'a fait adopter par l'Académie française quand il y siégeait. Si l'on prévoit que le continent africain compte dans quelques années la plus grande population francophone, cela pose néanmoins le problème de la qualité de la langue, car n'étant apprise qu'à l'école. Pour le reste, le milieu domestique est l'apanage des langues locales. Il va arriver au moment où le plus important, c'est d'avoir un outil de communication. Il ne sera pas question de savoir si l'outil a été utilisé dans sa meilleure forme ou pas, mais c'est de savoir si le message est passé. Il va arriver au moment où le corps social même va inventer, se trouver un moyen de communication qui n'est pas forcément le français châtié.
Ce sera une langue à cheval entre le français et nos langues locales. Selon les analystes, la langue française reste une langue d'élite en Afrique. Il serait donc nécessaire, selon eux, que les États et les institutions mettent en place des politiques qui favorisent le pluralisme linguistique au sein de la francophonie afin de permettre un usage hors élite de la langue. Le Rwanda s'érige en exemple en matière de parité hommes-femmes et pour cause, le gouvernement est composé à part égale entre les deux genres et le Parlement est constitué à 61% de femmes, un fait unique au monde. Reportage de notre correspondant Fratenda Keisenga. On le surnomme actuellement le paradis des femmes, le Rwanda, un pays qui pendant plusieurs décennies fait la promotion de la parité entre les hommes et les femmes. Dans tous les secteurs d'activité, la femme rwandaise met en œuvre ses capacités à apporter sa contribution dans la reconstruction nationale. Au Parlement, par exemple, les femmes représentent 61% de tous les députés. Le fait d'avoir inclus tous les citoyens, et ce n'est pas seulement les femmes, c'est aussi les jeunes, pour qu'ils puissent prendre part à la transformation socio-économique de notre pays, qui a fait que nous avons enregistré des progrès satisfaisants. C'est parce que tout le monde est à bord. Mais le plus grand facteur qui est derrière tout ça, c'est la volonté politique. En 2005, un système de quotas a été instauré pour permettre à plus de femmes d'accéder à des postes de responsabilité. 30% des emplois de la fonction publique leur sont réservés. Et en avril 2018, pour la première fois, le Rwanda a eu un gouvernement composé de 50% des femmes. Et quand elle a vu qu'elle est capable de faire ce qui était considéré auparavant comme l'apanage des hommes ou bien comme dans la compétence des hommes seulement. Et quand elle s'est vue capable de faire tout ça, et du coup, ça lui donne de l'énergie, ça lui donne de la volonté, ça lui donne de l'envie de continuer à contribuer au développement du pays à partir de la famille, parce que on dit que même dans l'adage rwandais, on dit que la femme, c'est le cœur de la famille. Et si la parité entre les hommes et les femmes a été un choix volontaire, l'histoire y a joué pour beaucoup. Majoritaire même dans le pays, les femmes constituent 52% de la population rwandaise. C'est ce vendredi 22 mars que seront dévoilés les 1000 lauréats retenus pour le programme d'entrepreneuriat de la Fondation Tony Elumelu, un programme qui offre aux jeunes Africains la chance de faire émerger leurs projets. La session 2019 marque le 5e tour de ce programme. Plus de détails avec Siamlo Victoria Seji. Depuis 2015, la Fondation Tony Elumelu s'est engagée à promouvoir l'entrepreneuriat. Le programme est un engagement de 100 millions de dollars sur 10 ans visant à identifier, former, mentorer et financer 10 000 entrepreneurs africains. En 2019, plus de 215 000 candidatures ont été examinées contre 20 000 en 2015. Ce 22 mars, les 1000 candidats sélectionnés pour cette 5e édition sont dévoilés. Plus de 215 000 entrepreneurs de 54 pays africains ont postulé contre 151 000 l'année dernière. La participation des femmes a augmenté de 62 000 en 2018 à 90 000 en 2019. Ces chiffres croissants témoignent du désir brûlant de l'entrepreneur africain de développer notre continent. Ainsi, la Fondation autonomise chaque année 1000 entrepreneurs ambitieux, lesquels bénéficient d'un capital d'amorçage non remboursable de 5 000 $ et d'autres avantages leur permettant de promouvoir leurs entreprises auprès d'un public international. En 2018, la Fondation a lancé TEF Connect, hub numérique de l'entrepreneuriat en Afrique, connectant plus de 400 000 utilisateurs. Le programme de la Fondation Tony Elumelu apporte beaucoup dans l'univers entrepreneurial avec déjà le financement qui est un gros problème pour les néo-entrepreneurs et en plus la formation de qualité. Le fait aussi de croire en la jeunesse africaine ou bien au projet et surtout le volet où on croit au projet. Il y a des gens qui ont été sélectionnés à cause du projet, pas parce qu'ils ont de grands diplômes. À ce jour, la Fondation Tony Elumelu a autonomisé directement 4000 entrepreneurs africains et indirectement 470 autres. Avec l'appui de ses partenaires, elle souhaite toucher des entrepreneurs supplémentaires en dehors de l'engagement annuel.
Plan d'austérité annoncé au Zimbabwe. Le gouvernement prévoit la mise en vente de 5 sociétés publiques pour tenter de réduire le déficit budgétaire de l'État. Une action qui devrait permettre la mobilisation de près de 350 millions de dollars. Plus de détails avec Aïssa Toubari et Siam Le Victoria Sedji. C'est un nouveau plan des autorités zimbabwéennes pour la relance économique. Le gouvernement annonce la mise en vente de 5 sociétés publiques afin d'encaisser au moins 350 millions de dollars. Sont concernées la Zimpost, la Caisse d'épargne publique et 2 compagnies de téléphonie mobile, notamment NetOn et Telecel Zimbabwe. La société Telwan Zimbabwe, seule entreprise de téléphonie fixe du pays, devrait elle aussi faire l'objet d'une vente. Le premier lot a simplement l'objectif de réduire les déficits budgétaires afin de permettre un soulagement au niveau de l'exécution du budget. C'est une espèce d'accès à des capitaux qui peuvent permettre au gouvernement de parer au plus pressé. La mesure fait partie des actions préconisées par le ministère des Finances pour réduire le déficit budgétaire et maîtriser l'inflation. Elle devrait permettre au gouvernement de mobiliser assez de ressources pour réduire son déficit budgétaire de 12 à 5% du produit intérieur brut. La particularité, et c'est ce qu'il faut saluer avec le Zimbabwe aujourd'hui, c'est qu'en ayant décidé de privatiser ou de verser dans le secteur privé une partie de ces entreprises, le Zimbabwe veut le faire en faisant des appels d'offres internationaux, ce que beaucoup de pays africains ne font pas, et ça, il faut le mettre au crédit du président et de son gouvernement. La reconduction récemment des sanctions imposées au pays par le gouvernement américain n'arrange pas les choses. Malgré les vents contraires, l'économie du Zimbabwe devrait croître de 4,2% en 2019 et de 4,4% en 2020. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.